bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau live Kate in the USA qui est consacré à la culture américaine tous azimuts. Et ce soir, j'ai pour invité Pierre Giacomoni. Bonsoir Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Kate, merci et ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, on va revenir sur Pierre. On va juste faire un petit salut à James qui est à la technique, ce merveilleux, cet imprévisible, cet exquis. Ça, c'est parce qu'on a la fibre ce soir. James, et oui, nous avons la fibre enfin. Et je suis tellement heureuse. Bonsoir donc, à tous. voilà. Bonsoir James. Et puis, on salue toutes les personnes qui nous rejoignent. Est-ce que tu peux me dire qui nous a rejoints déjà? Pour l'instant, il y a Francky. Il y a Francky, évidemment, fidèle au et puis rendez-vous. Je pense que ça va arriver au fur et à mesure, tranquillement, paisiblement. Ok, puis il y a quelques personnes qui sont déjà là, mais qui ne sont pas encore intervenues sur le chat, donc n'hésitez pas à nous saluer, et n'hésitez pas surtout à poser des questions au fur et à mesure du live quand vous aurez des questions à poser. Je sais qu'au début, vous êtes toujours assez, comment dire, assez attentif, et puis d'un coup, ça se déchaîne au niveau des questions. Donc on va surveiller ça de près. James relaiera les questions si je ne les vois pas. Alors on va tout de suite présenter notre invité. Donc c'est Pierre Giacomoni. Tu es président de l'Observatoire. Alors, vas-y. Alors, je suis président du club d'astronomie Vega, qui est situé à Olioul, un club qui a 25 ans déjà, qui va fêter ses 25 ans en 2022. Et tu es président depuis combien de temps? Fondateur. Ah oui, président fondateur. Voilà, donc je n'ai pas eu de concurrent. C'est pratique. Comment? C'est pratique. Pratique. Et puis donc, je dirige aussi, double casquette, l'Observatoire astronomique du Gros Cerveau, qui se situe, comme son nom l'indique, sur la colline du Gros Cerveau. À Olioul, donc. À Olioul. Comment tu es arrivé à ce projet, à créer cette association? Le ciel, ça m'a toujours fasciné. De tout gamin, ma maman me montrait le ciel. Elle me disait, regarde, ça c'est telle étoile, ça c'est telle étoile. Elle s'y connaît pas beaucoup, mais elle me montrait. Et puis après, voilà, le soir, je prenais l'habitude, quand je rentrais, je regardais le ciel, voir si tout était en place. Voilà, c'était. Puis après, l'idée est venue de créer un club en 1996. Mais c'est une passion que tu as eue de tout petit, en fait. Voilà, c'est toujours intéressé par ce qui se passe ailleurs, toujours en espérant peut-être un jour voir des E.T. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent, parce qu'on est actif sur Top FM, ouais. Tu as d'ailleurs une rubrique. Une rubrique 2 fois par mois, voilà, aussi dans les matinales avec Christian Vidal. Avec Christian Vidal, et tu parles d'astronomie, tu parles d'événements récents, tu racontes pas forcément. Voilà, je parle de l'actualité, parce que c'est ce qui intéresse. Peut-être je vais revenir un petit peu sur des fondamentaux, sur l'histoire aussi, mais bon, on a peu de temps, donc il faut aller vite. Voilà, sinon, ça fait, je crois que je suis un des plus vieux sur Top FM à faire ma rubrique. D'accord, parce qu'elle marche très bien. Je sais pas. Oui, si, j'ai entendu dire dans mon oreillette qu'elle marchait très bien, qu'elle est très suivie. Tant mieux si ça intéresse les gens. Oui, je crois que de toute manière, l'espace, cette envie d'ailleurs, ça intéresse énormément les gens. Alors, on va revenir au propos de notre live ce soir. Donc, on a dit qu'on allait parler de la conquête de l'espace, bien sûr, du côté américain. Alors, c'est vaste, il va bien falloir commencer quelque part. Ouais. Alors, je me disais... Alors, moi je suis Kate, je suis une femme. J'aurais bien voulu que tu nous parles de la place, du rôle de la femme dans la science dans un premier temps, même si on ne parle pas des États-Unis tout de suite, mais qu'on resitue vraiment les scientifiques femmes, comment elles ont été considérées. Alors, si je te disais bien, tu ne me croirais pas. Donc, les femmes ont toujours été négligées tout au long de l'histoire, même encore aujourd'hui, il faut le dire, il y a encore de la ségrégation. Il faut remonter très loin pour trouver la trace. Alors, on ne va pas remonter avant Jésus-Christ, parce qu'il y a eu des civilisations sumériennes, arabes, chinoises qui étaient très évoluées, avec des femmes qui étaient aussi porteuses de recherche. Mais on va venir un petit peu en Occident, en Grèce, vers Alexandrie, avec une célèbre astronome qui était mathématicienne en même temps, qui s'appelait Hypatie d'Alexandrie, elle était dévouée corps et âme à la science. Ça lui a coûté sa vie, elle a été lapidée, parce qu'elle était très jolie. Il y a un très beau film que je conseille
aux auditeurs Alors, de voir. James, Agora, le film, si Agora, tu peux oui. nous projeter l'affiche un petit peu plus tard. Voilà. Agora, Agora, de 2009. de 2009, qui est déjà, ouais. C'est un très beau film, je conseille aux gens de le voir. Un peu violent par moment, mais bon, c'était l'époque Oui. qui était comme ça. Donc voilà, puis après, on va remonter un petit peu au fil des siècles. On va arriver notamment en Europe de l'Ouest, au Danemark, avec Tycho Brahe, avec sa sœur, qui faisait beaucoup de mesures. Déjà, on est déjà dans les mesures. Ouais. On verra un petit peu après. Et le frère s'arrogeait toutes les découvertes. C'était lui qui avait fait les calculs alors qu'il n'avait pas fait beaucoup. Ensuite, on remontait encore un petit peu. Caroline Herschel, qui a vécu 100 ans quand même. Et qui était d'origine hollandaise. Néerlandaise. C'était voilà, néerlandais. Donc son frère William Herschel, qui est un nom quand même célèbre dans l'astronomie aussi, c'est sa sœur qui se tapait toutes les observations et qui notait tous les soirs ou chaque fois qu'elle pouvait et qui faisait des calculs et qui disait, le frère après venait, disait voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est lui qui en avait le crédit. C'est lui qui avait le crédit, voilà. Donc oublier des femmes, alors elles étaient soumises aussi, hein, parce qu'à l'époque c'était le père, le frère, le mari qui commandait à la maison. Donc quand il y avait des femmes talentueuses, on s'en servait pour faire du calcul, de la recherche, de l'observation, parce qu'il faut dire que cette époque-là, les moyennes n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. Même comment elle s'appelait, Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle, qui était une brillante astronome, brillante calculatrice, elle était la maîtresse de Voltaire. Ah. Donc Voltaire, voilà, le gars, c'était Voltaire, quoi. Elle était un petit peu aux oubliettes. Voilà, donc petit à petit, les femmes ont essayé de s'implanter, mais toujours avec énormément de difficultés. Mais elles étaient brillantes en fait. Elles étaient peut-être plus brillantes que les hommes finalement, qui avaient accès peut-être à... les hommes avaient accès aux outils, oui. Hein, au télescope, aux lunettes, comme on veut, et les femmes, non, elles y avaient accès, mais indépendamment de eux, c'est eux qui publiaient tous les résultats. C'était Herschel, c'était Tycho Brahe, c'était même les autres plus tard, on verra un petit peu, avec Pickering aussi, que lui, il s'est attribué tout, alors qu'il n'a pas fait grand-chose au bout. Alors là aussi, c'est les calculatrices, c'est ça? On appelle ça les calculatrices. C'est des calculatrices, certaines sont devenues célèbres après, oui. Hein, parce qu'elles ont quand même apporté beaucoup, mais lui, c'était le harem, hein, on disait le harem de Pickering. Le terme exact, c'était les Harvard Computers. Ouais. Computers, oui. Toi tu le dis mieux, les ordinateurs, mieux que moi. Voilà, donc c'était Harvard, hein, dans les années jusqu'aux années 50, on s'est servi de ces calculatrices. Hein, voilà. Donc on se servait des femmes. Des femmes qui avaient quand même certaines qualités intellectuelles aussi, bien sûr. Hein, c'était pas la femme du coin, c'était des femmes qui savaient calculer. On verra après avec les figures de l'ombre, qui sera le thème un petit peu. Alors là, on est remonté jusque dans les années 50, et justement à Hidden Figures, les figures de l'ombre, on est en pleine ségrégation, donc dans les années 60, en plein dans les années 60. On est même un petit peu avant, ça a commencé dans les années 50. Il faut dire qu'à cette époque-là, la NASA ne s'appelait pas la NASA, s'appelait la NACA, à peu près le même sigle. La NASA, c'était qu'en 1958 que le terme est venu. D'ailleurs, la NACA était en Virginie. D'accord. Qui dit Virginie, des États du Sud, ségrégationniste. Donc là, les femmes noires, elles étaient vraiment marginalisées. Il faut dire qu'il n'y avait que 2% de noirs qui pouvaient aller dans les écoles un petit peu huppées. Ouais. 2%. Ouais. Et dans les figures de l'ombre, donc Hidden Figures en anglais, on voit vraiment la ségrégation, parce qu'il y a une scène qui est assez mythique,
où on voit une des calculatrices, donc qui est interprétée par Octavia Spencer, qui revient. En fait, elle s'est absentée pendant presque 1 heure, un truc comme ça, et il revient, il est assez en colère après elle, il lui dit je te faisais confiance, et en gros, tu prends des pauses démesurées. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait, dans le bâtiment en question, il n'y avait pas de toilettes pour les Noirs. Il était interdit aux Noirs d'accéder à ces toilettes-là. Ils étaient obligés d'aller dans une aile à l'ouest qui était très loin du bâtiment. Et c'est là qu'il découvre ça. Et justement, il va provoquer les choses. Il va interdire ça. À fait, tout à fait. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Alors, dans le film, c'est un petit peu romancé. On le voit casser à coups de marteau, je sais plus. C'est souvent romancé dans les films. Voilà, les films américains. Américains. Voilà, c'est très américain, ils aiment bien ça, mais l'histoire est vraie parce qu'ils prenaient leur repas aussi très loin, dans une cafétéria aussi. On ne mélangeait pas les noirs et les blancs, c'était la ségrégation, c'est l'époque de Rosa Parks et tout. Donc on y est en plein dedans. Et dans le film, c'est bien montré. Et on voit aussi une scène hallucinante lorsque la scène de la calculatrice IBM. Oui. Ah oui. Ça aussi, c'est révélateur parce que personne ne savait s'en servir. Il fallait calculer aussi. Et puis, c'est une machine qui prenait. C'était énorme. Je pense que notre studio, là, ça ne tiendrait pas. Et il faut savoir aussi que nos téléphones portables que nous avons, c'est infiniment plus fort que ces machines-là où il n'y avait que 2 kilooctets. Ouais, c'est énorme. Hein. Le progrès à ce niveau-là était quand même. 2 kilooctets. Vous imaginez que dans nos même les plus simples, il y a des gigas. Ouais. Voilà, donc on est vraiment. Il faut se remettre un peu à la place. Puis c'est des machines qui étaient donc très grandes, qui coûtaient très cher, 500 000 $. Donc il fallait faire attention, il ne fallait pas les confier à n'importe qui. Et une calculatrice, elle, a su s'en servir. Et quel était son rôle justement à ces calculatrices? Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, dans ce bâtiment-là? C'est la NASA donc. Là c'était à la NASA. Là on était déjà dans. Oui, on était à la NASA, c'était après 1958. Là, elle faisait du calcul. Alors, il y avait plusieurs sortes de calculs. Les trajectoires et surtout ce que faisait Katherine Jackson, elle c'était les rentrées dans l'atmosphère. Voilà. Là il fallait pas se louper. Pourquoi il fallait pas se louper? Qu'est-ce qu'on risquait? Alors il fallait calculer l'angle de rentrée. Si on ratait, l'angle était trop grand ou trop petit, soit on cramait, on brûlait, soit on rebondissait et on partait dans l'espace à tout jamais. Okay. Ah oui. Donc il fallait une responsabilité énorme quand même. Voilà, il fallait une responsabilité énorme. D'ailleurs, dans le film, il y a une scène où, je ne sais pas si elle est vraie, celle-là, où John Glenn dit tant que Katherine Jackson ne me certifiera pas que c'est bon, je ne partirai pas. Oui. Alors, je ne sais pas si cette scène est véridique, mais elle montre bien l'état d'esprit qu'il avait. Voilà, et la confiance qu'on lui. Et la confiance, parce qu'il avait confiance qu'en elle. Et là, c'est une scène forte. Et ça, je pense que il y a le part de vérité dans cette scène-là, même si elle n'est pas tout à fait vraie. Alors, aux États-Unis, on a eu, bien sûr, on a fait, d'ailleurs, ça a été l'objet d'un live qu'on a consacré à la conquête de l'Ouest. Et puis, voilà, les États-Unis, c'est un pays de conquête, forcément, puisque le pays ne leur appartenait pas, ça a été conquis. Et il y a eu ensuite la conquête de l'espace. Quel était l'objectif de Kennedy, notamment? Qu'est-ce qu'il cherchait à prouver avec cette conquête de l'espace? Et ensuite, on écoutera James qui, je crois, a quelques questions à te poser. Il y a des questions, voilà. Donc on ça parle beaucoup, hein. Faut lire le chat un petit peu. Oui, je regarde, oui, pardon. Mais tu vas faire une synthèse. Ouais, on va faire une synthèse. Alors, juste, voilà, qu'est-ce qu'il cherchait? Il faut se replonger en 1957. Le petit bip qu'il y a eu avec un tour Sputnik. Là, les Américains, ils se sont. Alors, il y avait des programmes quand même pour aller dans l'espace. Ils sont pas partis quand même de rien. Mais quand ils ont vu la petite bête qui tournait autour de la Terre. Donc des Russes en fait, de l'URSS à l'époque. Les Soviétiques, on va dire. Donc les Américains se sont dit, oh là là, là maintenant, ils sont capables d'envoyer ça dans l'espace.
ils vont être capables de nous envoyer une bombe atomique sur notre sol. Donc ça a été une prise de conscience et une peur aussi. Hein. Il y a la presse de l'époque qui parlait de grande peur aux États-Unis. Donc il fallait réagir. Donc il y a eu le programme Mercury qui est arrivé presque de suite pour contrecarrer ça. Mais il fallait donc... et puis il y avait aussi la guerre froide. Oui, c'était une manière aussi de montrer l'impérialisme américain, le pouvoir. Voilà, c'était deux blocs qui s'affrontaient. Donc il fallait montrer qu'on était le plus fort. C'était deux blocs, la guerre froide. Hein, il y a eu les missiles de Cuba. Il faut se rappeler un petit peu toute cette histoire-là. Donc voilà, il y avait la crainte qui allait tirer le premier. Je pense qu'on est passé à un certain moment à deux doigts d'une guerre nucléaire. Je pense que ceux qui ont vécu ça, ils s'en souviennent. Et moi, je me rappelle, j'étais encore petit, mais les missiles de Cuba, ça, je me souviens avec Kennedy qui a tenu bon face à Khrouchtchev pour dire vous enlevez vos missiles, sinon on réagit. Donc, parallèlement à ça, il y avait l'espace, bien sûr, où les Russes cumuler toutes les premières. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu comme première? Parce qu'on a l'impression que c'est les Américains qui ont marqué l'histoire de la conquête de l'espace, mais c'est les Russes en fait qui ont tout démarré. Hein. Les Russes, plutôt les Américains étaient à la ramasse. À la traîne. À la traîne. Non, il faut dire le terme, ils étaient vraiment à la traîne. Les Russes cumulaient donc toutes les premières, Sputnik, on l'a dit, Gagarin. Donc c'était un satellite artificiel. C'est un satellite artificiel. Alors avant, ils avaient envoyé des chiennes dans l'espace, la fameuse Laika, et d'autres. Les Américains aussi avaient envoyé des singes qui revenaient plus ou moins. Bon, Laika, c'était une belle histoire. Il y a un très beau dessin animé qui raconte des histoires. Tout le monde a pleuré avec la Laika. Et puis donc premier engin dans l'espace, premier homme, première femme, Valentina Tereshkova, première sortie dans l'espace avec Titov, premier autour de la Lune, premier à poser un engin sur Vénus, un engin sur Mars. Donc ils étaient premiers partout. Ouais, mais premier pas de la Lune sur la Lune, c'est ce dont on se souvient. C'est dont on se souvient, bien entendu. Alors il faut dire que de chaque côté il y avait deux génies. Chez les Russes, il y avait Korolev, et chez les Américains, il y avait von Braun. Alors, von Braun, c'était un Allemand qui avait été ramené après la guerre, qui était quand même un nazi, il faut le dire. Hein, les Américains, je crois que tous les pays se sont servis, hein, même les Français ont pris, peut-être qu'on a pris ce qui restait, mais les Russes et les Américains, ils ont pris la crème. Donc Werner von Braun, lui, c'était le père des V1, V2. Donc il savait envoyer des choses dans l'espace. Donc ces deux génies se sont livrés une lutte sans merci, hein, qui serait le premier à amener des hommes sur la Lune. Le fameux discours de Kennedy, nous allons envoyer la nouvelle frontière. Voilà, avant la fin de la décennie, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. C'est le challenge. C'est le challenge qui a été tenu. Hein. Et qui montre justement la suprématie. Voilà. Plus c'est difficile, plus c'est... Donc après Gagarin, John Glenn est parti quelques temps après, hein, ça n'a pas traîné. Puis après, ça s'est enchaîné et nous sommes arrivés au 21 juillet 1969. Alors, on va juste faire un petit point sur les questions parce que ça doit s'accumuler. On en profite pour boire un coup pendant que tu nous... Reprenez votre souffle. Vas-y, alors, la première, qu'est-ce qu'on a? On a Phil qui nous dit: est-ce que tu aimes déjà les films de science-fiction, genre 2001, l'Odyssée de l'espace, Interstellar, Gravity, etc. La réponse, à mon avis, c'est yes. Ben oui. Yes. Est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes tout particulièrement? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les films de SF qui ont trait à l'espace, les conseillers sont des astrophysiciens, souvent. Parce qu'avant, c'était un peu du n'importe quoi. Quand on cherche les films dans les années 50, les films américains, il y en a une pléthore. Hein.
c'était un peu... voilà, hein. C'est-à-dire que maintenant, par exemple pour des films comme Gravity, même s'il y a des invraisemblances dans le film, mais tout ce qui est dans l'espace, c'est des astronautes qui ont conseillé. Pour Interstellar, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans les théories qui sont avancées. Extraordinaire. Voilà, donc maintenant ils prennent des astrophysiciens comme conseillers pour faire les films. Donc voilà, c'est beaucoup plus. Alors un préféré, je l'ai dit un peu tout à l'heure, peut-être en off. Oui. En off, j'ai dit, moi c'était peut-être Contact, peut-être parce que je suis amoureux de Jodie Foster. Qui ne serait pas And amoureux Zemeckis. de Jodie Foster? Seul sur Mars aussi, tu nous as dit. Seul sur. Mission to Mars. Mars, il est pas mal. Planète Rouge, il est très bien aussi. Interstellar, bien Interstellar, c'est un alors, chef-d'œuvre. pour les amateurs, ils sont en train de tourner Interstellar 2. Ok. Voilà, Bah, c'est ça, le alors. Ah oui, alors là, je vois pas ce qu'ils vont inventer par contre. Ouais, Ah, ça mais va- peut-être ça qu'il va va être- repartir chercher celle qu'il a laissée là-haut. Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Avec le même Pas mal. réalisateur, Christopher Nolan? Je crois, ouais. Ah ouais, bon, Ouais, on va s'intéresser à ce Je sais sujet. pas si je partirais dans l'espace pour aller chercher Anataway quand même. Hein. Alors, Oui, c'est pas mal. elle vaut le déplacement quand même. après, on en parlera. Est-ce que justement tous ces projets SpaceX et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver? Est-ce que tu aimerais participer? Parce que tu es passionné Alors, d'espace. On te dit voilà, dans un mois tu pars 3 oui, jours alors, dans l'espace. tout le monde a suivi SpaceX, Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk. Musk, tout ça. Bon, maintenant, c'est vrai que le privé vient de plus en plus sur les plateformes. Enfin, c'est pas qu'ils viennent de plus en plus, c'est que la NASA préfère sous-traiter, Eh oui. Oui. maintenant, parce que ça leur revient moins cher, donc à des privés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que pour aller dans l'espace, il y en a qui sont partis il n'y a pas longtemps, 3-4 jours, là. Oui. Ils n'ont pas eu besoin d'entraînement en particulier, Non. sauf d'être en bonne santé. Oui. Alors que les astronautes qui sont dans l'ISS, ben, il y a des années, Ouais. eux, Après, ils c'est restent pas 6 la mois. même. Voilà, c'est Voilà. pas le même trajet. Ils vont Voilà. pas aussi loin. Ils Voilà. vont pas aussi loin. Mais bon, c'est pour dire que l'espace aujourd'hui, c'est un peu. Ça commence à être accessible. Alors là, c'était gratuit. De ce qu'on m'a dit, Voilà. c'était gratuit C'était pour la gratuit. première fois. Voilà. Ouais. Après, Et sinon, c'est- c'est très cher. Hein, les Oui, tickets d'entrée, c'est pas encore à la portée du premier Ouais. kidam. Donc voilà, moi maintenant, si on me disait oui, aller faire un tour, faire un petit vol plané, ça me dirait, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais je rêve pas. tu n'en rêves pas. Voilà, Non. on te le propose, tu le fais, mais Voilà, c'est voilà. pas un aboutissement. Non, c'est. Alors j'ai une question un peu pot de colle, merci Phil. Toujours lui, hein. Phil Phil 63 06 Quelle est la 28. vitesse maxi entre la Terre et la Lune des missions vaisseaux Apollo? Alors déjà, on n'a pas compris la question. Quelle est il se reprend des vaisseaux des missions Apollo. Quelle est la vitesse maximum de ces vaisseaux? Alors la vitesse, je ne l'ai pas exactement en tête. Disons qu'ils ont mis 3 jours pour y aller. Ok. 3 jours pour faire 350 000 km. Fais le calcul. Voilà, voilà, il va dire, C'est un bon petit Vas-y, calcul, Voilà, Phil. il prend sa calculatrice, balance, justement, il on prend y le est, et il se creuse un peu les ménages. Alors après, il y a Yvon qui nous demande, ça c'est moi c'est ce côté un peu poétique que j'aime bien. Quelle est pour toi la plus belle planète? Ah ouais, c'est une Alors, belle question. C'est une belle Ouais. question Ouais. ça. Alors, Et ça, c'est Yvon, c'est ça? donc, Ah, ça une m'étonne planète pas. du système solaire, bien sûr, c'est le Seigneur des Anneaux, Ah, Saturne. 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 Que nous voyons de chez nous. Ouais, Puisque Saturne Pierre m'a qui est montré Saturne voilà, tout à Saturne, l'heure. Jupiter, Vénus, vu Ok. de chez vous. Donc c'est quand même Saturne. Alors il faut savoir, peut-être que les gens ne le savent pas, Saturne, on voit les anneaux, mais toutes les planètes gazeuses ont des anneaux Ah, qui ne se d'accord. voient pas. Jupiter en a, Uranus, Neptune en ont. Mais les seuls visibles, vus de la Terre, c'est ceux de Saturne. Pour revenir. Est-ce que... Oui, il y a Voilà, d'autres maintenant, questions. une peut-être. dernière. Est-ce Oui, que oui. tu penses, alors c'est toujours Yvon, est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, on les a toutes découvertes? Dans le système solaire? Bah, je suppose. Dans Alors, le, oui, dans le oui, système oui. solaire, oui. Ouais. Après, dans notre galaxie, il y en a des milliards. Ouais, voilà. Hein, Donc, celle-là, je crois qu'on en est pas loin de 5000 découvertes extrasolaires, hein, ouais. exoplanètes, ce qu'on appelle. Mais on sait que dans notre galaxie,
qui compte environ 200 milliards d'étoiles. Ok. On les a pas comptées, mais Ça, c'est sûr. on pense que c'est ça. Si on dit qu'il y a au moins une planète par étoile, ça fait au moins 200 milliards Ouais. de planètes. Après, il faut qu'elles soient aussi près de pas trop près de leur étoile, ou pas trop loin non plus, comme la Terre, quoi, Ouais. qui sont dans une zone qu'on dit habitable. D'accord. Et puis il y a une petite remarque que j'ai trouvé sympa. Il y a, quand vous avez parlé tout à l'heure de partir, peut-être faire un petit voyage dans l'espace, etc. Il y a quelqu'un qui a dit il serait capable de ne pas revenir notre Pierrot. Eh si, Ouais. eh si, Si, parce si, que- quand même, ouais. parce Si, que- d'après ce qu'il dit, oui. parce qu'il faut savoir que la vie dans l'espace, elle est pas facile. Ouais, ça c'est limité. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce qu'on s'imagine plein de choses. Qu'est-ce qui est dur pour les astronautes quand ils partent? Alors, par exemple, ceux qui sont dans l'ISS, on parle de ceux qui sont dans l'ISS, qui restent 6 mois. Dans Ils une ont- station Dans spatiale. les stations spatiales, on les voit faire beaucoup de sport. On se dit, Oui. tiens, ils font du sport là-haut. C'est pas... Non, ils ont la masse osseuse qui diminue. Ouais. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu Thomas Pesquet quand il est revenu de sa première mission. Quand ils l'ont sorti de la capsule, ils l'ont porté. Oui, Il il pouvait plus marcher. Il ne tenait pas debout. Ouais. Il perd, je crois qu'il perd pas mal de Les muscles. muscles. Donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup de sport là-haut pour s'entretenir. D'accord. Parce que bon, on est toujours en apesanteur. Et... Comment ils font pour faire pipi? Alors, il y a des vidéos. Il y a des Il y vidéos. a des vidéos de Alors- Thomas Pesquet qui Allez, fait dis-les, pipi. voilà. Non, mais il y a des vidéos. Il y a une Allez, américaine justement qui montre comment on se lave, comment on prend sa douche, comment on se lave les cheveux. C'est Enfin, un peu galère quand Il même. y a hein. tous les cheveux en l'air. Alors, dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Hein. Donc, quand ils vont aux toilettes, ils ne savent pas s'ils sont en haut ou en bas. Oui. Donc, ils vont dans des endroits intimes, ils s'attachent et ils ont des espèces Ah oui. d'entonnoir. D'entonnoir. Oui, voilà, un Ouais. petit entonnoir pour hommes et femmes. Alors, il y a des vidéos qui est très marrante à voir. Hein. Il y a- Qu'on vous recommande. il y a l'astronaute américaine qui montre, elle dit ça c'est pour la petite commission, là, c'est pour la grosse commission. Et c'est très marrant, et puis après il faut une qu'il faut voir avec le shampoing sec, et puis elle serait, ça fait bon, voilà. Et pour dormir, alors ils sont attachés, ils mettent une sangle, ils se mettent contre le mur, et ils dorment, et il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, Et ouais. donc il n'y a pas de côté, donc ils sont là et ils dorment. Ils dorment peu. Et c'est des petites sessions, non? Ah non, C'est ils pas ça dorment. Normalement, comme- Ouais, ouais. ouais, il faut. Enfin, je sais pas s'ils dorment 8 heures. Non, non, mais je pensais que c'était des mais courtes... non, ils ont. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que Thomas Pesquet, il envoie des belles images, mais il bosse aussi. Hein, voilà. Ouais. Alors après, moi, l'intérêt de l'ISS aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup moins important que lorsqu'on l'a lancé. Voilà. Je pense qu'il est prévu jusqu'en 2025, 2030. Je pense que ça va être, il est en fin de vie. Comment ça se fait là? C'est une collaboration internationale. Ouais. Comment c'est venu ça? Depuis le début, c'est une collaboration internationale ou ça l'est devenu? Ça l'est devenu. Au départ, c'était américain, japonais, puis après l'Europe s'y est mis, les Russes. Il n'y a que les Chinois qui ont une station à part. À part. Hein, eux, ils ont leur Shenzhou qui est vraiment à part. Mais peut-être que les Chinois viendront aussi en coopération parce que ça coûte très cher. Et puis plus on est nombreux, plus ça coûte moins cher et plus on a des capacités. Bien sûr. Ouais. On fédère. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des premiers pas de l'homme sur la Mhm. Lune. Il y a eu d'autres missions après Apollo 11. Oui. Combien il y en a eu après et pourquoi ça s'est arrêté finalement? Pourquoi on a arrêté? Alors il y a eu jusqu'à Apollo 17. Ah oui, Il 17. était prévu 18, 19 et 20. Ah, et ça s'est arrêté à Ça s'est 17. arrêté à 17 parce que manque d'intérêt. Ça coûtait très cher. On était en pleine guerre du Vietnam aussi. Ça s'est arrêté en 1972. Oui. Donc il y a eu 12 Américains qui ont posé le pied sur la Lune, hein, et 6 qui ont tourné autour sans poser le pied sur la Lune. Alors aujourd'hui, je crois qu'il en reste plus que 5 ou 6, 5 qui sont encore en vie. Encore vivant. Hein, il y a notamment Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir posé le pied sur la Lune. Et il y a une petite anecdote Oui, avec que je plaisir. peux raconter. Hein. Mais oui, Donc, avec- quand on lui a posé la question, quand ils sont revenus, donc Armstrong a fait sa fameuse phrase, hein,
petit pas pour l'homme. Un grand pas pour les Et les journalistes ont demandé à Aldrin, alors et vous, qu'est-ce que vous avez fait Armstrong a dit ça, et vous? Il a dit, ben moi je vais vous dire une chose, hein, je suis le premier à avoir fait pipi sur la Lune. On y revient. On y revient. Pipi. Voilà. Alors bien sûr qu'il... Ouais. Hein, bon, Il a pas sorti vous le avez matos. compris. Non, mais parce qu'ils avaient des couches, hein, mais il a dit, moi je suis Ils le avaient des couches? Ah oui, ils avaient des couches pour leurs besoins, Ah ouais. parce qu'ils restaient quand même plusieurs Combien heures. de temps il restait sur la Lune? Alors, C'est ça, Apollo 11, ils ne sont pas restés longtemps, ils sont restés quelques heures. La première sortie, je crois qu'elle était de 1 heure et quelques. Puis après, ils en ont fait encore une autre, et puis ils sont vite partis parce qu'ils se sont dit, ouh là là, ça a trop bien marché. Ça a failli mal tourner aussi. Hein, parce que, Apollo 11 a failli mal tourner? Ouais, ça a failli mal tourner parce qu'ils avaient très peu de carburant. Donc ils ont dû faire l'atterrissage en manuel. Et c'est là que... L'atterrissage ou l'alunissage? L'alunissage. D'accord, pardon. donc c'est quand ils sont arrivés sur la Lune. Sur la Lune, ils ont dû... C'est Neil Armstrong qui a posé Eagle sur la Lune, tout en manuel. D'accord. Et pour repartir, il y avait quasiment plus de carburant. Ils avaient mal calculé? Comment... Ils avaient mal calculé, ils avaient quasiment plus, donc même avant qu'ils se posent, ils étaient conscients de ce problème, et c'est Armstrong qui a dit, je vais le poser, je vais y arriver, sans user c'est lui en conduisant son vaisseau. Et quand ils sont repartis, ça s'est bien passé, il y avait Mike Collins qui les attendait là-haut, qui tournait. Mais c'est terrible parce que quand on passe derrière la Lune, on perd communication avec la Terre. Ah ouais. Même aujourd'hui, hein, si on est là, quand on passe derrière la Lune. Et pourquoi en fait on parce que la Lune fait bouclier, hein, ah oui. voilà, tout simplement. Hein, voilà. Donc, il faudrait mettre des relais sur les côtés, quoi. Voilà. La SFR, alors, Orange. Alors j'avais dit dans une émission de Top FM qu'on avait posé des engins sur la Lune, encore aujourd'hui, et il y a la 4G sur la Lune. Extraordinaire. Parce qu'il y a des robots qui envoient quand même, il y a la 4G. Ah, c'est génial. Oui. Donc si j'ai un abonnement 4G, je peux aller sur 4G, ben oui, voilà. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont ouvrir à toutes les... Mais bon, on va y arriver peut-être. Ça va être l'objet des futures missions. Tu penses qu'il va y avoir d'autres missions sur la Lune? Alors, je pense que... Alors, Trump avait dit 2024 parce qu'il pensait être réélu. Il disait pour la fin de mon deuxième mandat, on posera des astronautes américains sur la Lune. Il avait même dit une femme qui serait la première femme à poser les pieds sur la Lune. Alors je pense qu'on a revu un petit peu la date. Oui, 2024 c'est trop tôt. 2024 ça semble trop tôt parce que alors là c'est une coopération aussi Europe, Japon, États-Unis, NASA, JAXA, ESA. Donc il va y avoir avant, alors ça c'est moins sûr encore aussi, peut-être une ISS autour de la Lune, qui s'appellerait Gateway, la porte d'accès. La porte d'accès, hein, la porte d'accès. Donc là, les vaisseaux iraient se coller sur Gateway, et il y aurait d'autres vaisseaux qui iraient poser les astronautes sur la Lune. Revenir, faire. Voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu pas au point mort, mais disons qu'il y a des soucis, ça coûte très cher aussi, il faut le dire. Et je pense qu'il faut attendre peut-être 2025-2026. Pour retrouver des hommes sur la Lune. Peut-être les Chinois le feront avant. Et quel est l'intérêt justement d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune? Qu'est-ce qu'on va y chercher? Qu'est-ce qu'on va y trouver qu'on n'a pas déjà? Alors, sur la Lune, il y a des matériaux rares sur Terre. Il y a de l'hélium à foison. Sur Terre, il y en a très peu. Donc déjà, c'est un matériau rare. Ensuite, on va construire des bases, une base lunaire. L'Europe envisage de faire Moon Village sur la Lune. Donc ça sera... et on lancera les fusées pour aller sur Mars. Et ouais. À partir de là, ça coûtera beaucoup moins cher parce que pour s'évader de la Terre en fusée, ça coûte très cher en carburant. Je me permets d'intervenir. Phil nous dit les Chinois ils sont aussi sur Mars. Ça veut dire qu'ils sont en avance sur les Américains ou non, ça se tient à la bourre? Non, aujourd'hui l'avance elle est incontestablement américaine. D'accord, ok.
que ce soit sur Mars ou sur la Lune. Mais les Chinois avancent à grands pas. Ok. Hein, donc ils sont sur Mars aussi, ils ont posé un robot. Ok. Les Américains l'ont posé directement, eux ils l'ont posé en 2 temps. Ils ont mis une sonde et un petit robot et parti. Mais ils sont sur Mars aussi. Il n'y a pas que, il y a aussi l'Inde qui veut aller sur Mars. Il n'y a que l'Europe qui est un petit peu en retard, mais normalement avec ExoMars 2022, on devrait y aller aussi. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur Apollo 13? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y a le film, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ben, Apollo 13, il y a eu une explosion, tout simplement, qui se sont rendus compte, et ils ont vu à travers le hublot, il y a plein d'objets dans l'espace. Et puis là, donc, alors, il faut savoir que lorsqu'on envoie un vaisseau sur la Lune, il y a la réplique exacte sur Terre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des astronautes sur Terre, ceux qui ont fait les missions suivantes, ils contrôlent tout ce qu'ils font là-haut. D'accord. Quand un il dit je fais ça, l'autre fait la même chose. Il le fait en bas. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et là, panique à bord. Panique à bord. Donc la mission sur la Lune a été annulée. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se poser, il fallait rentrer. Et là, ça a été, ceux qui ont vu le film, je pense qu'il y a un film fidèle à ce qui s'est passé. Il fallait mettre un carré dans un rond ou l'inverse. Il fallait faire une pièce sur place. Ah oui. Donc sur Terre, ils l'ont conçu, ils ont dit là-haut, vous pouvez le faire, mais là, ça a été la panique, vraiment. Et puis ça a été une belle réussite. Puisqu'ils ont réussi Ils ont réussi à les ramener sains et saufs. Ce qui n'est pas le cas de ces Challenger qui a. Il y a eu Challenger. Il y en a eu plusieurs qui ont explosé. Il y en a eu 2. En 96. Alors je l'ai noté parce que. Challenger. Je l'ai noté 96, je crois. Je vais retrouver. Mais bon, il y a eu Challenger avec 7 morts. Et puis il y en a eu une autre aussi. Il y en a eu deux navettes. Mais ça, c'est des navettes. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir avec la Lune. Oui, bien sûr. Quand on est allé au Kennedy Space Center à Cap Canaveral. C'est 86. Janvier 86. La navette spatiale Challenger. Ouais, et l'autre, il y en a eu une autre après. L'autre après qui devait être dans les années 90, je ne sais plus le nom. Il y a quelques-unes de Challenger en effet. Je crois que c'est peut-être Endeavour peut-être, non Endeavour, ça change de nom après parce que Challenger. Oui, il y a eu. Oui, il y en a eu plein. Mais quand j'en profite, il y a une question peut-être je change de sujet, mais elle est pas mal. Phil nous demande, est-ce que tu as aimé le spectacle de l'exoconférence d'Alexandre Astier? Où il parle de tout ça. Est-ce que parle de beaucoup. Je ne l'ai pas vu. Donc honnêtement, je réponds honnêtement, je ne l'ai pas vu. Okay. Mais je sais qu'Alexandre Astier. Il est costaud. Ouais. Voilà. Ah ok. C'est encore une corde à son arc. Oui, il y a une corde à son arc. Oui, donc je voulais juste dire, lorsqu'on est allé au Kennedy Space Center à Cap Canaveral, on a été, bon après ça c'est les Américains, on a vraiment ressenti beaucoup de solennité par rapport à Challenger. Voilà, on l'a vraiment, voilà, c'était un moment fort quand on est, c'est une espèce de sanctuaire en fait, et on l'a vraiment ressenti comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, les navettes ont été arrêtées après le deuxième accident, et maintenant les Américains n'avaient plus de moyens d'aller vers l'ISS. C'est les Russes qui envoyaient tous les équipages, américains compris, sur l'ISS. Voilà, donc maintenant les Américains ont à nouveau, avec Musk, avec la fusée Vega, qui peut ramener des astronautes. Alors c'est la deuxième fois qu'on parle de Vega, puisque ton club s'appelle Vega. Mais ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi en fait Vega, c'est une étoile. Hein. Ah, c'est une étoile. C'est une étoile qui est à 25 années-lumière de nous. Alors, petite parenthèse, quand vous regardez le ciel, vous regardez toujours dans le passé. Et oui, puisque quand on voit une étoile, elle est déjà morte en fait. Voilà, morte ou pas. Hein, elle est peut-être, par exemple, Vega, elle est à 25 années-lumière, c'est-à-dire que la lumière qu'on voit, elle a 25 ans. Oui. Voilà. Maintenant, il y a des étoiles qu'on voit qui sont à des milliers d'années-lumière. Celles-là, peut-être qu'elles sont plus en vie. Mais leur lumière nous arrive toujours. Extraordinaire. Voilà. Toujours, même quand on regarde la Lune, même le soleil le soir quand il se couche,
quand vous le voyez, qui se couche sur l'horizon, Il y a combien de temps ça fait déjà 8 minutes qu'il est déjà... Mais il y a sa lumière qui nous apparaît toujours. Et ouais. Voilà. Si on regarde le ciel, La lumière. toujours le passé. Ce n'est jamais en direct. Même quand on se parle, hein, ma voix, pour qu'elle t'arrive, elle met un certain temps. Et oui. Bon, on Bah, est prêt. Voilà, donc Regarde, quand on appelle des correspondants à l'étranger. Rien que là, sur le chat, je suis certain qu'il y a du lag. Il y a déjà un lag, ouais. Il y en a quelques-uns qui répondent à des trucs de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, il y a des remarques, oui. C'est Columbia. Columbia. C'est Columbia en février 2003. Alors, chose intéressante, tout à l'heure tu parlais donc des femmes donc dans la science. Ouais. À savoir que lors de l'explosion malheureuse donc de Challenger en 86, il y avait la deuxième femme qui devait aller dans l'espace et qui s'appelait, je ne le ferai pas de mémoire, mais elle s'appelait Judith Resnick. Je crois que c'était une institutrice, je crois. C'était une institutrice, tout à fait. Et c'était la deuxième. Moi, je me rappelle parce que à cette époque-là, forcément, on a vu ça en direct et c'était un moment assez choquant. On a vu. On était tous choqués, hein, même ici. Hein, on a vu cette navette se désintégrer. Et je ne sais pas si c'est Columbia ou celle d'avant. On savait qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Quand la fusée est partie, il y a eu des éclats de quelque chose. Et ils savaient, alors ils ont essayé de voir si on pouvait faire quelque chose. Puis finalement, ça n'a pas marché. Donc ils savaient que ça allait mal se passer. L'équipage ne le savait pas. Mais sur Terre, ils savaient. Ouais. Que ça savait qu'il y a eu un problème au décollage. Ça, c'était Columbia. C'est Columbia peut-être, celle-là, oui. Je vais aller regarder un petit peu. Ouais, c'est bouleversant. Oui, ouais. Et donc... on voit quand la fusée démarre, on voit des débris d'une matière blanche, je ne sais plus trop ce que c'est, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a pas marché. Pour revenir à notre système solaire, Pluton a été exclu de notre système. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, Pluton, c'est la planète américaine, puisqu'on est en plein qui a été une USA. C'est la planète découverte par un Américain, par Clyde Tombaugh, je ne sais pas comment on dit, en 1930. C'est la seule planète découverte par un Américain. Ah, c'est la seule planète? Ah oui, l'autre c'était toute une nationalité, ouais. Non, mais les Américains, ils n'ont jamais rien découvert. Rien découvert. À part Pluton. Et elle fait plus partie. Elle ne doit pas être très contente. Alors, surtout que Pluton a été découverte en 1930. Clyde Tombaugh l'a découverte un peu par hasard, hein, sur des plaques. À l'époque, c'était des plaques qui faisaient des clichés. C'était un jeune qui travaillait dans l'observatoire un petit peu comme ça, sans être féru. Et puis on lui disait, tu regardes tous les clichés et tu compares la photo d'hier avec celle d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Puis il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose, un point qui bougeait, alors que les étoiles ne bougent pas sur des clichés. Voilà, les étoiles sont fixes. Et l'a vu, et c'était Pluton. Donc voilà. Donc la dernière, qui était la qui était la 9e planète. Ouais. Et donc en 2006, on a découvert, entre-temps, depuis, on a découvert des tas d'objets aussi gros que Pluton. Eris, Makemake, j'en passe d'autres des meilleurs. Donc on s'est dit, mais on ne va plus y arriver après. On va avoir combien de planètes, on va faire réciter ça dans les gamins à l'école. On disait 8, 9 planètes, on y arrivait. On y arrivait, mais là, s'il y en a 30, après, on ne va plus y arriver. Donc on a décidé qu'à partir de telle taille et à condition d'avoir fait le vide autour de soi, ça ne s'appellerait plus planète. Ça s'appellerait planétoïde ou planète naine. Donc les Américains, ils ont mal pris, hein, ça il faut le dire. Et en plus, en même temps, c'est l'année où ils ont lancé New Horizons. Qu'est-ce que c'est? C'est la sonde qui est allée faire un tour près de Pluton. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'était mal. Et ça, je vais dire quelque chose à nos auditeurs. Est-ce que vous saviez ce qu'il y avait dans la sonde qui a emporté, qui a tourné autour de. qui a frôlé la planète de Pluton et son satellite Charon? Il y avait les cendres de Clyde Tombaugh. Ah bon? Ah, excellent, ok. Ah oui, celui qui a découvert donc Pluton. Voilà,
Il y a quand même toujours un romantisme entre. Ouais, et un côté poétique. Un côté poétique. Ouais, donc, Claude Tombeau, maintenant, la sonde, elle est beaucoup plus loin, mais il est allé voir sa planète. Ah ouais. C'est génial. Ah ouais, c'est fort. Okay. Donc, les Américains font tout pour la remettre. La réintégrer dans le système. Ouais. C'est pas gagné. Pas gagné. Qui nomme les planètes? Parce que est-ce que c'est comme pour les ouragans, c'est celui qui le découvre qui le nomme? Comment on choisit le nom d'une planète? Pourquoi Pluton? Pourquoi Uranus? Pourquoi... Alors pourquoi bon, les noms des planètes remontent à l'Antiquité, hein, parce que il faut savoir qu'on ne voyait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Uranus, Neptune, Pluton. On ne les voyait pas avec les yeux, on s'arrêtait à Saturne. Donc, petit moyen de se rappeler les noms. Si je dis les jours de la semaine, français. Oui, la Lune, Mars, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et dimanche, Sunday, le Sun. Ah oui, le Soleil. Oui, bien sûr. Sunday. Le soleil, bien pas sûr. mal. Bien sûr. Donc ça a été nommé par les anciens qui nommaient ça. Ce sont tous des noms de dieux grecs, romains. Mars, c'est grec et romain, c'est Arès chez les Romains, Mars chez les Grecs. Voilà, donc, mais là aujourd'hui, quand il y a de nouvelles planètes qui sont découvertes, aujourd'hui, c'est scientifique. Alors, toutes les exoplanètes ne sont pas nommées parce qu'il y en a tellement. Donc, elles ont des numéros. Les planètes naines qu'il y a autour de Pluton, souvent c'est des concours. D'accord. On dit, on lance un concours, voilà, comment vous voulez l'appeler celle-là. Alors, on essaye de trouver des noms. Maintenant, par exemple, Maké, je crois que ça vient d'Afrique. Voilà, ce sont des noms, c'est plus en relation avec la mythologie. Oui. Hein, voilà. J'avais une question. Si par exemple on a envie de regarder ce qui se passe dans l'espace, mais qu'on ne veut pas s'équiper d'un télescope, est-ce qu'on peut être amateur comme ça chez soi, comme nous, dans notre jardin, avoir un télescope pas trop sophistiqué et voir, qu'est-ce qu'on peut voir avec un télescope bas de gamme, on va dire? Qu'est-ce qu'on peut regarder qu'on ne verrait pas à l'œil nu? Alors, ce qu'il faut éviter, c'est la petite lunette jouée, hein, qu'on vend à la Noël, qui coûte 80, 100 euros. Ça, à part voir la Lune, on ne verra pas grand-chose. Voir la Lune. C'est déjà pas mal. Mais bon, en plus, il faut dire que quand même la Lune, c'est le plus bel objet du ciel. Il n'y a pas plus joli à voir, hein, parce qu'elle est près. C'est fascinant. C'est fascinant. Moi, je la regarde, je vois toujours des choses que je n'avais pas vues ou que j'avais oubliées. Je dis, tiens, là, il y a un trait, qu'est-ce que c'est? On cherche. Bon, la Lune. Après, il faut un petit appareil manuel. Il faut compter dans les 200-300 euros. Ah oui, quand même. Okay. Et avec une raquette qui cherche, là, il faut une mise en station. Là, il faut compter dans les 500-600 euros les premiers prix. Avec une raquette, un go-to, hein, on tape le nom de l'objet, elle y va toute seule. Ah oui, donc c'est un investissement quand même, pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Après, il y a des applications aujourd'hui, hein, sur les smartphones pour voir le ciel. Moi, je m'en sers des fois quand je vois quelque chose, je dis, c'est quoi cette étoile là? Voilà. Ça nous le dit. Ah oui, d'accord. Ah, mais ça, je savais pas. Après, il y a des bonnes jumelles aussi, des très bonnes jumelles. Il ne faut pas prendre les jumelles à 15 euros, mais des très bonnes jumelles aussi. Et puis, il y a aussi l'œil nu. Hein. C'est beau aussi de voir le ciel à l'œil nu. Hein, oui, alors, je pouffais tout à l'heure parce qu'il y a Phil qui dit sa voisine pour répondre à qu'est-ce qu'on peut regarder. Avec, aussi. Voilà. aussi. Mais alors, il faut dire à Phil que lorsqu'on regarde le télescope, on voit à l'envers. Et oui, dans le ciel, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, donc on s'en fout. Mais si on regarde sa voisine, il va avoir la tête en bas. D'accord, ok, c'est moins pratique. Ça dépend. Du coup, Phil a une bonne question. Ouais, la question est pas mal, ouais. Est-ce que tu as des références à nous donner sur des ouvrages donc sur l'espace et des romans de science-fiction? Est-ce que tu aimes par exemple Isaac Asimov? Asimov, c'est le roi, c'est le king. C'est le king, Asimov. Mais c'est vieux. Ouais. Déjà, Asimov. Après,
Alors, il y a des romans, il y a des livres, il y a des romans aussi. Je ne sais pas s'ils parlent de SF ou quoi. Oui, Ouais, c'est c'est de, de la SF. ouais, Ah, ouais, c'est de de SF. SF. Bon, je pense qu'Asimov, c'est le king. C'est Hein. incontournable. Il est en forme, Phil, parce qu'il dit non, le King c'est Elvis. Aussi, aussi. Il est en forme, il est en forme. Donc, Asimov, après, je n'ai pas trop de conseils à lui donner. Moi, j'aime bien les BD Ok. en Ah ouais. SF, comme Aldébaran, Betelgeuse, Ah ouais, Antares, tout ça, c'est Ah ouais. très belle BD ouais, que je conseille. Centaurus, ok. c'est par Léo, très bon dessinateur, et des histoires Je qui me m'ont connais plu. un petit peu en BD, et j'avoue que Eh ben, si tu as, ça me plaît bien. ouais, tu regardes, je crois que le début c'est Aldébaran. Aldébaran, ouais. Le monde d'Aldébaran, c'est quand même pas mal. Ok. Il y a toute une série, c'est Ok. quand même pas mal à voir. Je Ah, conseille. Alors, il y a Poulidor qui a une question qui est intéressante. Poulidor, Alors, Poulidor, oui, c'est. le coureur. Voilà. Est-ce que Pierre pense qu'il y a une autre vie ailleurs? Et si oui, est-ce que tu penses qu'elle est où? Et quel genre de vie aussi? Parce que ça peut être une vie parasitaire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors- Comment nous, on a pu. On y est arrivé? Pourquoi Alors, pas d'autres? ça, c'est une question qui taraude l'humain Toujours. depuis qu'il est sur Terre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ailleurs? Alors, il faut se rappeler que sur la Lune, quand on voit des images de la Lune avec les yeux, la bouche qui sourit, sur Mars, on voyait des canaux, tout ça. Donc, l'homme a toujours fantasmé sur des vies. Alors, dans notre système solaire, sur les planètes que l'on connaît, non. Oui, oui, là, on est Alors, la catégorique. seule planète où il y a pu y avoir de la vie, c'est peut-être Mars. Mais Il y la a pu vie, y avoir de il y la a vie. pu y avoir une forme de vie, Oui. pas comme nous, une forme de vie Des bactérienne bactériens. ou quoi. D'accord. Parce que Mars a été, on le sait aujourd'hui, a eu de l'eau, beaucoup d'eau. Il y a les calottes glaciaires qui en témoignent encore. Donc Mars, je pense que de la vie a pu émerger sur Mars. Sur les planètes gazeuses, là, c'est même pas la peine d'en parler. Alors après, il y a les lunes. Ah oui. Les lunes de Jupiter et de Saturne. Titan, on sait qu'il y a des lacs de méthane. Ah oui. On peut flotter. C'est du méthane liquide. On peut pas le boire, par contre. On ne pourra pas le boire. Mais, Faut éviter, hein. Voilà. mais ça Même ressemble pas à la avec un peu de Terre. pastis, non? Non, là non, là non. Mais on sait qu'on peut voguer sur le méthane. Extraordinaire. Donc là, il y a Europe aussi, il y a de la glace, Encelade, c'est toutes des lunes où on sait qu'il y a des lacs souterrains d'eau. Alors là, il peut y avoir des bactéries, il y en a qui pensent quand même qu'il peut y avoir des poissons ou quoi. Mais voilà, notre système solaire, ça Ouais. s'arrête à ça. Ok. Mais il y a des missions qui vont partir dans les années 30, qui vont aller visiter ces lunes, parce que ce sont des lunes, et voir un petit peu ce qu'il en est. L'Europe est partie prenante aussi. Ailleurs, alors là, ailleurs, moi, en tant que terrien, en tant que... Je pense qu'il peut y avoir de la vie ailleurs. Alors, on dit toujours que la vie sur Terre, c'est un miracle. C'est un miracle, oui. Il y a eu des conditions qui se sont rajoutées les unes aux autres pour faire que. On a aussi la Lune Qui a beaucoup d'influence sur nous. beaucoup hein. d'influence. Hein, la Lune qui est née de suite après la Terre, hein, qui est née d'une collision avec une planète qui avait la taille de Mars, qui s'appelait Theia, qui a percuté donc notre belle Terre. Et à Et l'époque, qu'est-ce elle qu'elle est n'était pas devenue? belle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue alors? Elle a implosé là? Elle a mis la Terre sur un autre axe. Hein, et la Lune, tous les morceaux qui étaient autour se sont agrégés pour former la Lune. D'accord. Extraordinaire. Et la Lune, il faut savoir qu'à l'époque, quand elle s'est formée, elle était tout près de la Terre. Ok. Elle était à 25-30 000 kilomètres. Ouais. Imaginez si on voyait la Lune à 25-30 Si 000 près, ouais. kilomètres. Ouais. Alors, aujourd'hui, pourquoi elle s'est éloignée? Parce qu'elle s'éloigne chaque année de 3 à 4 cm. D'accord. Donc dans quelques millions d'années, elle va s'éloigner encore plus. Elle sera de plus en plus loin.
Alors là, je ne sais pas Et alors, du coup, l'influence ça qu'elle aura. déséquilibre tout un écosystème. Oui, parce que- ça déséquilibre Ouais. parce qu'elle a beaucoup Là, les d'influence. marées, Mais oui, les marées. déjà, hein, Ouais. ne serait-ce que les marées. Eh ouais. Est-ce que tu Il y as... a- Oui, Alors, pardon. il y avait James. on a loupé une question de Yvon qui dit tout à l'heure tu parlais de la vitesse du son. Et il dit mais est-ce que vu de la Lune, si on se met sur la Lune ou de Mars, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on voit du coup à l'inverse quoi? Alors, la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, hein, Ouais, déjà. Hein, voilà. Donc, on ne voit pas les mêmes choses. La Lune, le ciel est noir. Ok. Il n'y a pas de ciel bleu. Hein, la Lune, même en plein jour, c'est noir. D'accord. Voilà. Et le Mais jour, on voit quand même la il y a Terre. le jour Et lunaire, on il y voit a la la Terre. nuit. Et c'est là qu'on voit la Terre. Mais le ciel est toujours noir Eh oui. sur la Lune. Hein. Il n'y a pas Eh d'atmosphère. Eh oui. Sur Mars, il est plutôt rouge. Parce Eh oui. que il y a les vents, il y a des tempêtes de vent énormes. Il y a une petite, très petite atmosphère ténue qui fait que le ciel est rouge. Sur Titan, il y a une atmosphère comparable à la nôtre. Là, le ciel aussi est rouge parce qu'il y a le méthane, il y a la couleur. Voilà. Mais sur la Lune, il faut savoir que le ciel est tout noir. Ok. Alors, j'avais une autre question par rapport à tout à l'heure, ce que tu disais sur la vie sur une autre planète, ailleurs, dans un autre système. Est-ce que tu as connaissance, je ne veux pas connaître ton opinion à toi, mais est-ce que tu as connaissance de scientifiques, donc des gens qui s'intéressent à l'astronomie qui croient en Dieu? Est-ce qu'ils... Ah, ça Tu c'est vois, une est-ce que- question. tu vois pourquoi je te la pose Ah la non, mais c'est question? une question qui est posée régulièrement hein, dans les conférences. Alors, il y avait un astrophysicien qui est décédé, qui était venu à Hollywood, qui s'appelait André Brahi. On lui avait posé cette question. Et Dieu? Et oui, parce que quand on voit l'immensité, Et Dieu? est-ce que ces gens-là, ils croient en Dieu? Voilà, Alors, moi, ça m'intrigue. lui, sa réponse avait été non, Catégorique. catégorique. Il avait eu un développement philosophique sur ça aussi. Hein. Il n'a pas dit non et puis stop. C'était argumenté, ouais. C'était argumenté, donc Dieu pour lui n'avait rien à voir avec tout ça, parce que Dieu il peut pas être partout déjà. Et puis il disait non, Dieu n'a rien fait pour lui. Hein. Je sais qu'il y en a qui pensent que Dieu a tout fait. Moi, mon avis, c'est que non aussi. Je suis d'accord. Hein. Je pense que la science et Dieu, ça fait deux. D'accord. Voilà, au moins. Mais bon, c'est un avis. Oui, bien sûr. Moi, mais il y a des scientifiques qui croient en Dieu, de toute manière. Alors, c'est pas la majorité. Il doit peut-être y en avoir, mais Oui, c'est il y pas en la a. majorité. Non, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, ça. oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui disent, j'avais rencontré un cardiologue qui m'avait dit, quand on est face à l'immensité et à l'inconnu et à l'incompréhension, on se dit, bon ben voilà, on accepte l'idée peut-être d'un Dieu. Voilà. Voilà. Bon, Oui, voilà. après- Mais c'est une minorité. Après, petit aparté, après, il faut savoir que l'Église a toujours été hostile Bien sûr. à toute forme de recherche extra terre. Donc, il y avait qu'à voir avec Galilée. Oui. Hein, il faut savoir que Galilée a été j'allais dire, absous en 1992. Ah oui, d'accord, Par- c'est quand même par très Jean-Paul très II. tard. Ah ouais, ouais. Il n'a pas été. On ne lui a pas dit qu'il avait raison. On a dit bon. Bon, alors, allez, on n'est pas- passe l'éponge, quoi. Giordano Bruno, qui était un moine italien, a été brûlé en 1600. Oui, Voilà. il y a tout ça, ouais. Donc l'Église a toujours. Il y a le procès de Galilée, qui est une très, très belle pièce de théâtre à voir aussi, où là, on voit quand même des choses. Oui, qui font un peu douter. Voilà. Mais sinon, l'Église, le Vatican, a un observatoire aussi, il faut le dire. James? Il y a Yvon qui s'inquiète. Hein, de- Yvon, il est il inquiet, s'inquiète, lui, hein. ouais. Ouais, il est inquiet. Ouais. Il est inquiet. Il me dit alors, dans ce cas de figure, si dans des milliards d'années la Lune va s'éloigner, donc on n'aura plus d'atmosphère du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, dans des milliards d'années, bon, là, il va un peu loin, Phil. Hein. Non, Alors, ça, c'est Yvon, ça. Yvon. C'est Ça, c'est Yvon. Yvon. Là, il va un petit Non, peu loin Phil, parce que. il est tranquille. Ouais. Parce que dans des milliards d'années, est-ce qu'il y aura Ouais. encore la Terre déjà? Ouais. Hein, parce qu'il faut savoir que le Soleil est en milieu de vie. Notre Soleil est une étoile banale qui a à peu près 5 milliards d'années. Elle lui reste encore à peu près 5 milliards à vivre. Mais le Soleil, comme toutes les étoiles, va mourir. Va gonfler.
et tout ce qui est prêt, ben, ça va être bien avalé. Oui, donc c'est inévitable en fait. Mercure, Vénus, la Terre, on est dans le Mars aussi, donc ça va gonfler, ça va exploser, et ça va devenir une naine après, donc voilà, pas une supernova parce qu'elle est le Soleil est trop petit, mais ça va devenir une naine brune ou rouge, petite, voilà. Et la mort des étoiles engendre la création de nouvelles étoiles. D'accord. C'est pour ça que Hubert Reeves a fait son livre Nous sommes tous des poussières d'étoiles. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, on a ce fantasme de coloniser d'autres planètes. Là, à l'heure actuelle, il n'y a aucune planète qui correspond de près ou de loin à ce qu'on a. Aujourd'hui, non. Il y a, alors, l'homme, il est fait ainsi. Hein. Stephen Hawking avait dit la Terre est notre berceau, mais est-ce qu'on reste toujours dans notre berceau? Non, oui, c'est sûr. Hein, voilà, donc Mars, ça pourrait être une destination future, à condition de la rendre vivable. Alors il y en a qui Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la rendre Alors, il y a des scénarios, j'ai entendu, on appelle ça la terraformer Mars, c'est-à-dire de la rendre habitable en faisant fondre des calottes. Oui. Ah, ça permettrait d'avoir de l'eau qui va inonder toute la planète. Ça modifierait tout voilà. en fait. Après, lui envoyer quelques graines et ça pousserait et il y aurait une atmosphère qui se créerait, une photosynthèse et tout, enfin, tout ce qui est... oui, d'accord. Voilà. On créerait la vie. Alors, en fait. Pour faire fondre les calottes glaciaires sur Mars, c'est pas avec un chalumeau qu'on va le faire. Donc, il faudrait envoyer tout autour de Mars des réfléchisseurs, comme des loupes en quelque sorte. Pour que le soleil se réfléchisse. Voilà, et ça mettrait des siècles avant que ça fonde. Okay. Donc pour terraformer Mars, on n'y est pas. Voilà, donc c'est de l'utopie pour le moment, mais il y a des scénarios, il y en a qui envisagent ça. Hein, puis alors, l'autre solution, c'est d'aller sur Mars et de vivre comme sur la Lune, sous terre. Okay. Hein, d'éviter, parce que sur Mars, on est quand même sujet aux rayons ultraviolets. Donc on ne tiendrait pas, si on était comme on est là, on ne tiendrait pas quelques minutes, on serait mort. Voilà. Sur la Lune, pareil. Hein. Et comment tu fais, en plus pour créer de l'oxygène, etc. Sur la Lune, tu fais comment? Sur la Lune, ben, il faut le fabriquer sur place. Tu fabriques tout. On peut fabriquer de l'oxygène. Ah oui, avec l'eau, okay. on pourra fabriquer. D'accord. Il y en a qui envisagent d'avoir même des hôtels sur la Lune, d'aller passer un voyage de noces ou quoi. C'est des scénarios, hein, d'ici la fin du siècle. On n'est pas dans l'immédiat, là, hein. On est dans du futur. Ouais. Mais il y en a qui envisagent vraiment ça. Mais il y a toujours eu des écrivains, notamment, qui se sont projetés. Jules Verne a anticipé beaucoup de choses. Voyage sur la Lune, bien sûr. Donc voilà, donc peut-être que là il y a des gens qui sont, on croit que c'est de l'utopie et puis finalement peut-être qu'un jour ça deviendra réalité, on ne sait pas, puisqu'il y a des choses qui se sont produites finalement. Oui, je pense vraiment qu'il y aura du tourisme spatial. D'ici la fin du siècle, il y aura, je pense qu'il y aura ça, il y aura des hôtels sur la Lune. Sur Mars, j'en suis un petit peu moins sûr, mais sur la Lune, oui, j'en suis quasiment certain. Bon, après, on se dit, est-ce que c'est nécessaire de coloniser quelque chose qui est si poétique c'est un peu gênant. Voilà, ça c'est le côté philosophique après qui prend le dessus. Est-ce que déjà qu'on fout bien le bordel sur Terre ici, est-ce qu'en plus on va en rajouter est-ce qu'on va l'exporter là-bas. Voilà. Donc là aussi, mais je pense que la science évoluera au fur et à mesure. Ce qu'on pense aujourd'hui sera peut-être caduc dans quelques dizaines d'années, ou bien ça sera encore multiplié par X avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Hein. Donc, moi, je pense qu'on va aller sur Mars, c'est sûr. Alors, Poulidor nous dit, je pense que les Américains iront sur Mars. Oui, les Américains. Peut-être ça sera une collaboration internationale. Mais Elon Musk, lui, il veut y aller, il veut fonder une colonie sur Mars, carrément, avec plus de 1000 personnes pour le premier voyage. Hein, donc, et que des gens. Alors, il y en a qui avaient dit, il y avait aussi un truc complètement dingue, aller sur Mars, mais pas de retour.
C'est-à-dire quand on y va, ben, On revient plus, quoi. c'était one shot. Ok. Et donc, ben, il y avait des candidats, plein de candidats. Il y avait des Français qui ont été sélectionnés. Ouais. Mais Bien. après, c'est vrai. ça s'est arrêté là parce que ça a été, je pense que Ouais, ça a c'était été, un peu. ça a été un coup de bluff, quoi. Ouais. Mais sur Mars, les Américains iront d'ici. Alors, Mars, il faut penser 2030, c'est le plus tôt, 2040 plus tôt. D'accord. D'accord, oui. Donc Poser un homme sur Mars. Il y a pas le Voilà. feu. donc Non. on a encore un peu de temps devant nous. Il n'y a pas le feu au flac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a des remarques. Yvon nous dit que c'est tellement le bordel sur Terre qu'on va le faire des prisons dans l'espace. Je crois que c'est le thème d'un film, ça, d'ailleurs. Ouais. Et puis Phil nous dit, dans le meilleur des cas, pour Mars, c'est 6 mois pour y aller, c'est ça? Aujourd'hui, oui. Mm. Aujourd'hui, c'est 6 mois pour y aller. Après, il faut rester 1 an et demi parce qu'il faut que Mars soit au plus près de la Ouais. Terre. Enfin, il faut savoir que Mars, au plus près, c'est 56 millions de kilomètres et au plus loin, c'est 400 millions. Donc, il faut Ouais, trouver il y a un décalage, le créneau. Ouais. Donc, quand on y va, on met 6 mois, on reste et on attend le prochain créneau. Et donc, il faut compter une mission de 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Ok. Quand on part, et puis quand on va sur la Lune, on voit la Terre, on communique, ça met quelques minutes. Sur Mars, quand elle est loin, ça met 25-30 minutes, au mieux 15 minutes. Quand tu dis allô, ça va? Ouais. Si ça va pas, eh ben, Ouais. on voit un peu le genre. Hein. Voilà. Oui, j'ai un gros problème. C'est quoi? Là, il faut tout dire d'un coup, et après, il faut attendre 15, 20 ou 30 minutes. Il ne faut pas être pour que- pressé, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Faut là, se tu as, stresser du tout, le là. temps de. Ouais, d'accord. Hein? J'y passais. Donc, Ouais, bon, on n'y est pas encore. non, on n'y est pas D'ailleurs. encore. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, il y a quand même un côté très pessimiste dans nos commentaires. Il faudrait finir sur une bonne note. Voilà, on va essayer de noter, Ah. oui, parce que Oui, là, oui, oui. de toute manière, Un la truc un peu planète optimiste, Terre est parce que là, tout le monde condamnée. est en train de dire on est condamné, c'est la fin de la planète. Non, mon Dieu, oh non, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a créé? non, On a créé des monstres. Je peux dire aux auditeurs que la Terre, quoi qu'il arrive, elle survivra. Mais par contre, nous, c'est pas Voilà, sûr. voilà, il faut voir On que verra. nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps Oui. sur la Terre. Non, il y avait les dinosaures, il y a eu autre chose. Je crois qu'on a eu 5 extinctions de masse. Est-ce qu'on va être dans la 6e? C'est possible. Et après, il y aura encore autre chose. Hein. Il faut pas C'est se la Terre leurrer. qui restera et nous. La Terre, elle s'en fout. Elle, hein. Si on veut Ouais. s'éliminer, Ouais, elle sera tranquille. voilà, Elle reprendra toujours le dessus. elle reprendra toujours dessus. Ok. Donc soyez optimistes. Allez, soyons optimistes, de toute manière, Faites le tri on de y vos passera déchets tous. et puis partez pas en prison sur la ligne. Voilà, ça ne sera pas tout de suite. Quels sont tes projets, puisque là on arrive au terme de ce live, quels sont tes projets? Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que tu peux, des dates clés, des rendez-vous que tu peux nous communiquer? Alors, au niveau de l'observatoire, Oui, tu parles oui. Ben, nous, bon, comme toutes les assos, on a eu dû subir ce fameux Covid là, hein, qui Eh oui, nous inquiète malheureusement. encore, hein, les passes sanitaires, tout ça. Donc, on est en mode réduit, même si on fait la fête de la science début octobre. Donc, des conférences, on essaye d'en faire aussi avec des astrophysiciens. Je vais faire venir l'année prochaine, il y a Yael Nazé qui va venir. Il y a aussi Nathalie Cabrol. C'est qui, Nathalie? Nathalie Cabrol, c'est une franco-américaine, Ah. justement, qui travaille en France et aux États-Unis, qui est exobiologiste, c'est-à-dire elle cherche la vie sur les exoplanètes. D'accord. C'est une femme très bien, elle m'a envoyé un mail charmant, écrit en anglais, traduit en américain, après, en français. Dessous, parce qu'elle est aux États-Unis en ce moment. Elle m'a dit l'année prochaine, je suis en France, si je peux venir, je vais venir. Voilà, donc on essaye de continuer nos activités, déjà pour nos adhérents et après pour le grand public aussi. Voilà, Là, c'est accessible, c'est un Alors, niveau accessible, comment c'est? alors, pour l'instant, c'est pas accessible parce qu'on a le pass sanitaire Oui. qui nous embête vraiment. Donc pour l'instant, on fait que vers les adhérents. Et pour le grand public, c'est en ville, dans des salles. D'accord. Voilà. Mais à l'observatoire, là-haut, c'est pas assez grand pour recevoir 200, 300 personnes. Ça, c'est. D'accord.
Voilà, donc pour l'instant, il y a le site web de l'observatoire, oagc.fr, OAGC, Ok. Observatoire OAGC. astronomique Gros Cerveau. Il y a toutes les infos. Nous sommes l'école d'astronomie du Var, la seule dans le Var, il n'y en a qu'une par département. Donc voilà, on fait des stages pour les enfants. Oui, il doit y avoir des stages. Petit ours, première étoile pour les grands. Voilà, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Il y a Phil qui demande, et pour nous, donc, voilà, si nous on a envie d'aller à l'observatoire, comment on peut faire Alors, si on n'est pas adhérent? Si on n'est pas adhérent, on est en partenariat avec Nature et Découverte. On fait des soirées avec eux. Il faut aller sur le site de Nature et Découverte, s'inscrire pour des soirées à l'observatoire. Pour l'instant, pour le grand public, on fait ça. D'accord, voilà. On va se renseigner. Voilà. On va faire une sortie Top FM. On va venir. Est-ce qu'il y a d'autres... voilà, et pour nous, on peut le visiter. Oui, voilà. Donc, tu as répondu à la question. Yes. Il y a d'autres remarques? Non, c'est bon pour moi. Alors, pas d'autres remarques. Est-ce que tu... Alors, oui, je voulais que tu cites cette phrase en tant que femme. Oui. Cette phrase-là, en pensant à toutes les scientifiques femmes oubliées. Oui, alors, oui. En levant les yeux vers le ciel, si une étoile filante passe devant vos yeux, faites un vœu en pensant aux astronomes oubliés EES. Donc toutes ces astronomes femmes qui ont été oubliées. Yael Nazé. Ouais, on va essayer de le faire. À chaque fois qu'on va voir des étoiles filantes, on va penser aux astronomes oubliés. Voilà. Merci beaucoup, c'est une belle note, très jolie note pour terminer ce live. On te remercie vraiment merci de à ta vous, participation. merci à toi Kate et merci à James, notre modérateur, notre réalisateur. Il a toutes les casquettes. J'espère que ça aura plu aux... Ah, mais je crois que ça a beaucoup plu. Même si des fois on peut être un petit peu confus dans les explications. Pas du tout, moi je trouve que c'était pas confus. C'était limpide. Voilà. Moi j'ai beaucoup apprécié ce côté poétique que tu amènes dans tes récits. Ouais, moi j'aime bien ça. C'est prenant. Je vais citer Poulidor qui nous dit que c'était très beau. Voilà. Merci Poulidor. Ouais, non, c'était très beau et oui, on a beaucoup apprécié la manière dont tu l'as raconté et je trouve que c'était très accessible et je crois que c'est important de rendre accessible la science et voilà, parce que voilà, c'est aussi merci à toi d'avoir mis les bonnes questions au bon moment. C'est gentil. Merci beaucoup. Et merci surtout à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions, et on salue aussi toutes les personnes qui nous suivent en rediff, puisque là, bon, c'est pas tout de suite, mais voilà, il y a pas mal de gens qui regardent le live après coup. Allez, vas-y, balance ta pub. Donc on les salue. Et puis je vais terminer juste, je vais faire un petit peu de promo. Donc nous sommes mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. Je serai dans le DLF Show. J'y étais déjà hier et ce soir. Et vendredi, j'aurai une chronique sur le morceau Respect d'Aretha Franklin. Donc je vous invite à nous suivre. C'est sur Top FM 88.6 ou sur l'application Top FM ou sur le site internet radio Top FM. Ça, c'est pour le DLF Show. Et vendredi matin, en direct, je serai dans la matinale de Christian Vidal, de 7h à 9h, et en rediff le soir à partir de 21h. Et puis, pour le programme de notre émission Twitch, donc ce live, mercredi prochain, nous serons avec un club de baseball. Alors moi qui ne suis pas... alors j'aime beaucoup les sports américains, mais le baseball en particulier, même si mon t-shirt représente un joueur de baseball, voilà, je n'y connais pas grand-chose et ça sera l'occasion de découvrir ce sport avec des passionnés. Donc le club s'appelle les Renards de la Vallée, son président qui sera mon invité s'appelle Vincent Bidot et c'est un club qui est situé à Solliès-Mont avec son stade dédié, etc. Donc il nous en parlera plus, il nous parlera de sa passion pour ce sport, pourquoi, et un petit peu sur les règles parce qu'on est un petit peu, on a dans l'idée que c'est un sport très long, lent et voilà. Et quand on a des passionnés, on aura une idée beaucoup plus précise, j'espère, après ce live. Voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions si vous voulez en poser pour la semaine prochaine. Voilà le programme de la semaine. Eh bien, on vous remercie d'avoir été fidèles, de nous avoir suivis. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Kate in the USA sur Twitch. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir, merci Pierre.